Obiter Dictum, une lecture politique du droit administratif. Chaque auditeur ayant suivi un parcours universitaire de droit a pu faire l'expérience, souvent douloureuse, de découvrir le droit administratif à travers l'apprentissage des fameux grands arrêts de la jurisprudence administrative. Je suis certain que le sieur Blanco, les dames Dole et Laurent, l'affaire du bac des locats ou celle du lancer de nain évoquent chez vous de tendres souvenirs. Le Conseil d'État a joué et continue de jouer, par sa jurisprudence, un rôle fondateur dans l'élaboration de ce droit prétorien qui est le droit administratif. Avec la publication des grands arrêts de la jurisprudence administrative, plus connue sous le nom de GAJA, le Conseil d'État a souhaité assurer de manière synthétique une plus large diffusion de sa jurisprudence. Bien lui en a pris car le GAJA, dont la première édition a été publiée en 1956 chez Dalloz, fait office de best-seller dans le milieu de l'édition juridique, depuis désormais plus de 60 ans. Ce guide autorisé et commode était censé, comme l'énoncent Marcel Valine et René Cassin dans leur préface à la première édition du GAJA, poursuivre l'œuvre du doyen Oriou afin de présenter une vue d'ensemble de la jurisprudence administrative. Ou plus précisément, je cite, les arrêts qui ont déterminé un progrès, une évolution ou un revirement durable de la jurisprudence. C'est à cette œuvre mythique pour des générations d'étudiants que notre invité, accompagné entre autres des professeurs Jacques Caillos, Jacques Chevalier et Daniel Lochac, a entrepris de déconstruire. Déconstruire la lecture purement juridique retenue par les auteurs du GAJA pour reconstruire l'étude de ces grandes décisions à travers l'histoire, la science politique et la sociologie. Bref, en se penchant sur la raison d'être de ces grands arrêts. Thomas Perroux, bonjour et bienvenue dans cette deuxième émission d'Obiter Dictum. Vous êtes professeur à l'Université Paris 2 Panthéon-Assas et vous venez de diriger la publication des grands arrêts politiques de la jurisprudence administrative dans la collection Les Grandes Décisions chez LJDJ. Quelles ont été vos motivations dans l'écriture de ce livre ? Bonjour, merci de m'avoir invité. Les motivations, je pense que vous l'avez bien résumé au début de votre intervention. Tout étudiant en droit administratif commence par aimer, je pense, la matière, avec toutes ces histoires que l'on raconte. Vous avez parlé du sieur Blanco et de tous ces autres noms illustres. Et donc l'idée, c'était d'abord aussi d'approfondir toutes ces histoires, parce que ça remonte au goût qu'on a pu chacun développer pour la matière. Et puis l'autre idée, c'était de renouveler l'étude de la matière, et en ça on n'est pas les premiers évidemment, et essayer de voir les arrêts autrement, vous l'avez très bien dit dans votre introduction, pour essayer non pas de voir quelle est leur portée, comme essaye de le faire le GAJA, mais pour essayer d'en comprendre la raison d'être, pour essayer de comprendre ce que le juge a voulu faire, ou même la doctrine d'ailleurs, parce qu'il y a dans le GAJA une union de juges et de professeurs de droit pour décider que tel arrêt doit être érigé comme un grand arrêt. Donc évidemment ça, il fallait le discuter. Et puis, il fallait discuter son caractère politique. Il n'y avait finalement qu'une seule thèse qui abordait frontalement la question, celle de Daniel Lochac, il y a fort longtemps. Et donc, voilà, j'ai voulu relancer cette idée en partant des arrêts, évidemment, et pas de façon générale en faisant quelque chose sur le caractère politique du juge, mais en partant des arrêts pour essayer d'en comprendre la raison d'être, vous l'avez dit, et puis de le faire avec plein d'amis, vous les avez cités, Jacques Chevalier, Jacques Caillos et Daniel Lochac, d'illustres noms, et ça a été un plaisir de travailler avec eux et qu'ils aient accepté d'entreprendre ce travail avec moi. Monsieur le professeur, vous me permettrez de mettre directement les pieds dans le plat, parce qu'à vous lire, on a l'impression que le GAJA, mais vous me démentirez peut-être, relève d'un discours doctrinal purement mythologique du droit administratif. Pour prendre une figure cinématographique, on a l'impression, à vous lire, que le GAJA, c'est la pilule bleue dans Matrix, celle qui maintient le confort et le statu quo, et que votre ouvrage relève de la pilule rouge, celle qui fait rentrer dans la connaissance pure. Est-ce que ma lecture est erronée ? Non, votre lecture est parfaitement exacte. On partageait tous dans cette équipe le sentiment que le GAJA présentait une figure erronée du droit,
que le droit ne se fait pas de cette manière et que quand on fait un grand arrêt, et spécifiquement quand on fait un grand arrêt, on fait une œuvre créatrice et qu'on ne fait pas une œuvre créatrice en s'inspirant de textes, etc. et que le juge est un acteur politique et qu'il faut le réintroduire en tant que tel pour le comprendre dans le jeu politique. Alors évidemment, il y a parfois une histoire qui est politique, évidemment, les fameux arrêts Canal, l'OAS, la guerre d'Algérie, etc. Ou ça peut être une idéologie politique. La liberté du commerce et de l'industrie, que beaucoup connaissent quand ils ont fait du droit public, avec des arrêts où le Conseil d'État a voulu mettre fin au socialisme municipal ou l'autoriser. Donc effectivement, c'est cette pilule-là qu'on essaye un petit peu de faire passer. Et si vous voulez, moi j'ai une formation... Alors à l'origine, si vous voulez, j'ai une formation de comparatiste, et c'est vrai que cette pilule, aux États-Unis, on n'a que celle-là. On n'a pas la pilule que nous, on avale dans les études de droit. On présente d'emblée le droit comme un objet politique. Et d'ailleurs, les collègues sont tous soit des sociologues, soit des économistes, et ont toute cette approche du droit qui, je pense, vous en tant qu'avocat, vous comprenez bien. On ne fait pas forcément du droit avec les textes, on peut le faire autrement, et quand on fait un grand arrêt, on ne le fait pas, on a des arrière-pensées, on a des objectifs. Et c'est ce qu'on a voulu montrer, et vous avez entièrement raison. En quoi l'entrée dans un monde post-Nicolo aurait pour effet de renforcer la thématique politique au sein de la jurisprudence administrative ? Alors c'est vrai que, et ça c'était une idée de Danielle Ocha qu'elle a voulu développer, c'est qu'elle avait le sentiment que le rôle politique du juge aujourd'hui s'était accru de façon inédite. Et que c'est vrai que dans un monde post-Nicolo, alors pour les auditeurs qui ne sont pas au fait, à partir de cet arrêt de la fin des années 80, le juge interne, le juge administratif, a décidé que le droit international était supérieur au droit interne, pour faire vite. Et vous le remarquerez, c'est passé sans aucun débat. C'est-à-dire on a eu un changement de notre constitution, et parce que on a cette pilule qu'on nous fait tous passer, eh bien, il n'y a eu aucun débat social, je suppose, j'en suis même sûr qu'il n'y a eu aucun article de presse qui a dit qu'on avait changé notre constitution à cette époque-là. Et le juge aujourd'hui, je pense que vous le sentez dans votre pratique, a pris un pouvoir qu'il n'avait pas auparavant. C'est la fin du légicentrisme, désormais il peut écarter la loi, pouvoir qu'il n'avait pas auparavant. Donc je pense qu'il faut aujourd'hui, avec ce pouvoir nouveau, et post-Nicolo, mais on pourrait parler de tout un tas d'autres pouvoirs que le juge aujourd'hui a pris, il faut élaborer autrement. Et si on veut véritablement le contrôler, qui est l'objectif du juriste, me semble-t-il, il faut accepter qu'il a un rôle politique, et donc questionner ce rôle politique et le questionner sur cette base-là. Parce qu'après, le questionner sur la technique, ça me semble beaucoup moins intéressant. Très bien. S'agissant de la méthodologie, est-ce que vous avez une définition unifiante de l'arrêt politique ? Alors, ça a été notre grande difficulté. Effectivement, il n'y a pas de définition unifiante parce qu'il y a différentes acceptions et les auteurs ont voulu mettre l'accent, mettre leur regard sur un aspect politique qui peut être différent. Ça peut être, je vous l'ai dit, l'ambiance. Typiquement Canal, typiquement De Haene, la question de l'égalité, du communisme, de la guerre froide. Il y a beaucoup d'arrêts, la question de la colonisation, il y a beaucoup d'arrêts qui ont une ambiance politique particulière. Pourquoi on observe une surreprésentation des juristes dans les commentateurs ? Pourquoi ne pas avoir introduit un peu plus notamment des politistes ? Alors tout à fait. Alors il devait, dans la prochaine édition, il y en aura davantage, notamment sur l'arrêt Nicolo, je l'espère fortement. Il n'y a aucune barrière de ma part et d'ailleurs les politistes ont été très importants dans l'émergence de ce projet. Je pense notamment à des thèses, notamment sur l'Europe. Les politistes en droit de l'Union
ont beaucoup travaillé sur la Cour de justice avec des thèses remarquables, des études remarquables sur la Cour de justice. Et donc, il n'y a aucun choix d'exclusion de ma part. C'est un choix de timing. Voilà, il n'y a pas de... mais il y a des historiens du droit et ça a été un véritable plaisir de travailler avec eux. Et des sociologues. Donc a priori, voilà, c'est ouvrir le droit sur la cité, c'est aussi ça. Vous avez tout à fait raison de poser cette question, parce que si on veut que le travail du juge soit discuté, il faut que tout le monde s'en saisisse. Ça, c'était un des objectifs importants. Toujours en termes de méthodologie, comment s'est fait le choix forcément arbitraire des décisions à commenter ? Alors, on apprend que vous allez avoir une nouvelle édition, mais nous, en réfléchissant, on s'est dit, mais il y a plein de décisions qui peuvent avoir une portée politique. Par exemple, ne serait-ce que la décision Bayrou de 2006 sur la ligne 2 du préambule de 46. Comment s'est fait votre choix ? Est-ce que vous avez eu une grille de lecture, des réunions ? Comment ça s'est passé ? On revient à la passion. D'accord. Ça a été, vous... chers collègues, quel a été l'arrêt que vous aimez et que vous aimeriez commenter, qui voilà, vous interroge, que vous voudriez approfondir. Et moi, je suis libéral de nature et donc j'ai voulu laisser à chacun la liberté de choisir son arrêt favori. Mais effectivement, il y a plein de choses qui manquent et c'est ce que j'aimerais combler dans la seconde édition. Il y a, vous avez parlé de Niccolò, mais tous les rapports de système, évidemment, les arrêts Arrighi, les Semoule, Cohn-Bendit, éminemment, Perreux, plus récemment. Il y a tout un parti domaine, évidemment, qui manque, avec des arrêts très importants, Société Le Béton. Alors on a Marécart, qui est passionnant d'ailleurs, des grands arrêts sur le service public, la responsabilité administrative, qui malheureusement manque aussi. Donc tout ça, on va essayer de le combler dans la deuxième édition. Afin que les auditeurs aient un aperçu de la teneur des commentaires présents dans les grands arrêts politiques de la jurisprudence administrative, nous aimerions nous arrêter sur quelques décisions. Vous distinguez parmi les décisions commentées les décisions qui présentent un enjeu de politique explicite de celles qui présentent un enjeu de politique implicite. Pourquoi cette distinction ? Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer ? Par exemple, Canal, on voit tout à fait le caractère explicite de l'enjeu politique. On est dans un climat politique particulier, ou alors, je ne sais pas, on prend les décisions sur Dieudonné. Voilà, la politique saute aux yeux. Et d'ailleurs, ça fait partie de votre question sur la montée du juge, la morale dans le droit administratif, qui fait son irruption à partir de Commune de Morsan-sur-Orge, qui est d'ailleurs dans le... Voilà, là, on voit bien le caractère politique. À partir du moment où ça devient de la technique juridique, c'est moins évident. Et pourtant, c'est tout aussi politique. Décider que la charte de l'environnement est d'effet direct, décider que tel traité est d'effet direct, c'est une question que l'on va traiter en fac de droit de façon technique, et en fait, c'est une question éminemment politique, parce que derrière, il y a tout un tas de contentieux qu'on va pouvoir construire. Donc, dire est-ce que la charte de l'environnement est d'effet direct, c'est une question technique, et c'est ce que je veux dire par implicite, c'est qu'en fait, derrière, il y a tout un tas d'acteurs qui savent très bien les implications politiques, mais elles ne transparaissent pas directement à la lecture de l'arrêt. Mais ensuite, il y a tout un tas d'acteurs de la société civile qui vont réussir à s'en saisir et à monter des contentieux, ou pas d'ailleurs, pour faire valoir des droits, pour... voilà. Tropique Travaux, ça semble technique. Il y a derrière énormément d'aspects politiques. Voilà, sur la conception du contrat... Tout ça, mais c'est beaucoup plus implicite. Et moi, ce que je trouve très intéressant, c'est d'essayer de montrer aux étudiants ou aux lecteurs que plus c'est technique et plus c'est politique. Et qu'il ne faut pas du tout se laisser berner par l'aspect technique. C'est que souvent, alors on a eu pas mal de débats avec des privatistes qui me disent « oui, mais la subrogation réelle ou personnelle, c'est pas vraiment politique ». Mais je suis sûr qu'on peut trouver, même en droit des sociétés, il y a énormément d'aspects politiques. Je suis sûr qu'on peut trouver
derrière ces enjeux-là, des enjeux véritablement de société, de conception de ce qu'est une société, de là où on veut aller. Et d'ailleurs, les groupes sociaux, les ONG le voient très bien. Et donc, quand on va les interviewer, là, on peut se rendre compte de leurs objectifs implicites. Donc, c'est implicite, mais voilà, l'objectif du GABJA, c'est de montrer qu'il y a de gros enjeux politiques derrière. Si vous voulez bien, on va prendre un exemple en termes d'arrêt qui révèle un enjeu politique explicite. C'est quelque chose d'une actualité assez brûlante, c'est les décisions Winkel et Dehaene sur le droit de grève des fonctionnaires. Alors, vous avez dit que ça révèle une théorie de l'État. Donc, le Conseil d'État aurait révélé, dans ces décisions, une théorie de l'État. Est-ce que vous pouvez nous en expliquer quelle serait cette théorie de l'État qui se révèle à l'occasion de ces deux décisions ? La question de théorie de l'État, puisque dans ces deux arrêts, la question qui se pose, c'est la question de la continuité du service public et des différents droits ou la conciliation qu'on peut ou pas faire entre le droit de grève et la continuité de l'État, pour ainsi dire. Et donc dans ces deux arrêts, avec des solutions qui ne sont pas les mêmes, on voit bien qu'on change d'État, pour reprendre une expression chère à Maurice Horiou, voilà. Et c'est ça qu'il faut mettre en évidence, me semble-t-il, à chaque fois, c'est que si le Conseil d'État, alors il peut avoir, on peut le prendre du point de vue de la théorie de l'État, c'est-à-dire quelle théorie de l'État le Conseil d'État nous propose, ou on peut le prendre du point de vue sociologique, parce que l'État c'est assez abstrait, et essayer de voir quels groupes sociaux ou quelle conciliation entre intérêts le Conseil d'État a voulu opérer à chaque fois finement. Mais évidemment, quand on est dans l'ambiance de haine, on est dans une ambiance d'un nouvel État et d'une nouvelle conciliation entre différents droits. Et d'ailleurs aujourd'hui, on voit bien que cette conciliation bouge encore, et qu'elle est posée, encore une fois. Très bien. Alors, s'agissant de l'arrêt Dehaene, évidemment, vous parlez de cet arrêt très important de 1950, avec des conclusions du président Gazier extrêmement importantes, qui ne voulait pas un État à éclipse, selon la fameuse formule qu'il a employée. Mais cette décision est discutable, puisqu'elle fait prévaloir, elle fait un transfert du pouvoir législatif à la compétence réglementaire pour justement réglementer le droit de grève. Ça, c'est 1950, mais il y a une postérité à Dehaene. Il y a une postérité dans un arrêt assez récent de 2013. Et là, j'allais dire, du point de vue politique, on passe une étape, puisqu'on passe du pouvoir réglementaire en tant que tel au pouvoir réglementaire accordé aux organes dirigeants d'une société morale de droit privé qui s'appelle EDF. Là aussi, il y a une postérité à cette décision-là. Est-ce que par exemple, dans les futures éditions, vous allez vous projeter les conséquences politiques des arrêts ou exposer très fortement leur postérité ? C'est une idée très, très intéressante. C'est la technique du GAJA. Le GAJA, c'est de dire on prend l'arrêt, on n'explique pas véritablement, mais on essaye de montrer sa portée, et finalement sa portée nous montre que c'est bien un grand arrêt, puisque le Conseil d'État s'est ou écarté, ou au contraire a suivi telle ou telle solution. On peut tout à fait aller dans votre sens, c'est une optique, et je pense que la multiplication, mais à chaque fois, si on veut comprendre pourquoi en 2013 il y a un changement par rapport à Dehaene, il faut se mettre bien en 2013 et comprendre les équilibres politiques que le Conseil d'État souhaite modifier ou pas, et à quoi il est sensible véritablement. Donc on peut tout à fait voir dans la longue durée, mais à chaque fois, il faut bien se remettre à hauteur de juge, parce que le juge, oui, il a l'arrêt Dehaene en tête, mais il a les journaux, il a tout un tas d'autres préoccupations à l'esprit, peut-être beaucoup plus immédiates. Mais ça, évidemment, ça se vérifie à l'étude. Mais effectivement, vous avez raison, la postérité est fascinante. Nous allons passer, si vous le voulez bien, à un autre exemple, un exemple qui concerne les enjeux politiques latents.
et on en vient à votre commentaire de la décision du Conseil constitutionnel, une décision célèbre pour tous les étudiants de droit administratif, puisqu'elle concerne le Conseil de la concurrence et l'érection par le Conseil constitutionnel d'un nouveau principe constitutionnel. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? À la fois du contexte dans lequel cette décision prend naissance et comment elle se construit. Alors oui, tout à fait. C'est effectivement une décision fascinante parce que plus j'ai creusé et plus je découvrais, il faut se remettre, je pense, pour la comprendre, dans l'ambiance des années 80. Ambiance pendant laquelle l'État, et on revient encore sur la théorie de l'État est menacé, critiqué, remis en question. Voilà, on a eu Thatcher, Reagan, qui montent au pouvoir au début des années 80. En France, une réaction tout à fait différente, mais on commence à élaborer une nouvelle forme d'intervention de l'État dans l'économie à travers le droit de la concurrence. Et donc, voilà, de multiples changements qui laissent le Conseil d'État, je pense, menacé. C'est une époque où le Conseil d'État voilà, est menacé, le Conseil d'État est affaibli pour plusieurs raisons. Il a du mal à voilà, traiter son stock d'affaires. Et puis, quelque chose que j'ai découvert, que je ne soupçonnais pas, c'est que l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir en 82, en fait, a fortement divisé le Conseil d'État. Et l'arrivée de Pierre Nicolaï, qui était un proche de François Mitterrand, à la vice-présidence, a causé des tensions. Et c'est bien que le Conseil d'État était divisé entre appartenances politiques. Et quand le Conseil d'État est divisé, ce qu'on comprend dans les entretiens qu'on peut faire, eh bien, le Conseil d'État est affaibli. Donc ces deux éléments font que voilà, le Conseil d'État a besoin ou ressent le besoin de se sentir un petit peu plus protégé. Et d'autant que parallèlement à ça, il y a cette offensive contre l'État et contre le public dont je vous parlais, on la voit dans les archives à travers voilà, la volonté du barreau de Paris, très claire, de faire transférer le contentieux des décisions de du futur Conseil de la concurrence, pardon, à la Cour d'appel de Paris et non pas au Conseil d'État. Et sur cet enjeu très précis va se cristalliser une tension énorme entre d'un côté le Conseil d'État et de l'autre tout un tas d'autres d'acteurs, le barreau, mais aussi une doctrine de droit des affaires naissante. Vous n'ignorez pas que ce droit de la concurrence, finalement, c'est les privatistes qui vont s'en emparer, qui va donner une coloration tout à fait particulière à ce droit, de même que dans un tas d'autres domaines, le droit financier, ça va être les privatistes, etc. Donc il y a des tensions qui se cristallisent autour de ça. Et on voit bien dans les archives que l'émergence en réalité du principe que le Conseil constitutionnel va consacrer naît dans le Conseil d'État lui-même, qui, lors de l'examen du texte, veut la constitutionnalisation de ce principe, et c'est Pierre Nicolaï qui le propose. Il l'avait déjà proposé lors de l'examen de la réforme du Code pénal, où il y avait encore des questions qui menaçaient le Conseil d'État, sur des questions apparemment techniques, d'interprétation de l'acte administratif, mais qui finalement, on le voit voilà, chez eux, cristallisaient des questions importantes. Et donc, eh bien, du Conseil d'État, ce qui est fascinant, c'est qu'on passe au Conseil constitutionnel, et que donc, on voit des chaînons qui permettent au Conseil d'État de faire reconnaître, de prévaloir au Conseil constitutionnel lui-même. Ces chaînons, ce qu'on voit, c'est une porte étroite très importante d'un éminent collègue, Pierre Delvolvé. Quand je dis porte étroite, pardon, c'est un vocabulaire un peu d'initié. Ce sont toutes les contributions extérieures que l'on peut envoyer
au Conseil constitutionnel, qui désormais sont publics, dans sont leur intégralité. encadrés, voilà. J'ai beaucoup milité pour ça et je suis content que désormais ça soit bien stabilisé. Donc Pierre Delvolvé crée ce principe et il agit au nom de l'ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Jamais véritablement compris d'ailleurs pourquoi l'ordre tenait à la compétence du Conseil d'État plus qu'à celle de la Cour de cassation. Ça c'est une énigme. En tout cas, il va formaliser le principe et au Conseil, eh bien, les PV de la réunion du Conseil constitutionnel ne permettent pas de comprendre, mais bon, on sait l'ascendant du Conseil au Conseil constitutionnel par l'importance du secrétaire général, qui est du Conseil d'État. Le doyen Vedel, qui était à l'époque au Conseil, a dû être sensible à l'ensemble de ces... Donc voilà comment on construit un grand principe. Il y a tout un tas d'acteurs qui sentent qu'il faut protéger le Conseil. Précisons qu'il s'agit d'un principe qui protège la compétence administrative pour l'annulation et la réformation des décisions administratives prises dans l'exercice de prérogatives de puissance publique. Exactement. Qui donc pourrait éventuellement contester le transfert de compétences opéré par la loi du Conseil d'État vers la Cour d'appel de Paris. Et c'est bien ce principe-là qui est érigé en 1987. Exactement. Alors que depuis la Révolution, c'était une compétence législative. Et d'ailleurs, au Conseil d'État, lors de la réunion, on voit bien que même Brébant dit « mais oui », et j'ai même conclu dans ce sens d'ailleurs dans certaines affaires. Mais même l'Assemblée, vous donnez des extraits, des commentaires de plusieurs présidents prestigieux du Conseil d'État qui disent, mais et là qui se passe d'un point de vue très pratique, ils disent notre stock d'affaires il n'est pas tenable et la procédure administrative n'est pas tenable. Donc il n'y a pas uniquement un aspect politique, il y a des choses très très concrètes qui interviennent dans les débats. Tout à fait. Et ils sont conscients des erreurs, enfin pas exactement des erreurs, mais en tous les cas des défauts de la juridiction administrative pour connaître de ce contentieux-là. Donc il n'y a pas une sursaturation politique de cette décision, il y a aussi des aspects, je vais dire, techniques. Tout à fait. Tout à fait. Il y a des conseillers d'État qui ont des considérations tout à fait techniques, du style on n'est pas outillé pour ce type de droit, donc on comprend bien que le gouvernement ait envie de le donner à un juge qui est réputé plus expert dans le domaine économique, en tout cas qui est spécialisé dans ce domaine. Il y a ces aspects, mais d'un seul coup, il y a Pierre Nicolaï qui arrive et qui dit non, il faut qu'on ait un principe, constitutionnel. La question est constitutionnelle, elle n'est plus législative, ça n'est plus une question pratique. Et il va l'emporter. Alors c'est vrai que ces archives, elles sont quand même limitées. On n'a que ceux qui parlent, et l'Assemblée générale est beaucoup plus étendue que l'ensemble des personnes qui ont parlé. Donc certainement, il a réussi à convaincre le Conseil de l'importance de ce nouveau principe. Et c'est peut-être ça qui explique ensuite que le Conseil ait pu être plus audacieux dans certaines décisions, notamment Nicolo, dont on a parlé, parce que désormais, il est protégé. Et ce principe se fait, selon ce que vous racontez, de manière fort pertinente d'ailleurs, au prix d'un forçage historique, c'est-à-dire la portée de la séparation des pouvoirs et la portée de la séparation des autorités administratives et juridictionnelles. Le travail qui a été porté notamment par le professeur Bigot dans de nombreuses études. Donc c'est quelque chose, c'est un acte militant pour vous. Exactement. Il n'y avait absolument aucun argument juridique pour justifier ce passage en force, pour ainsi dire. Et d'ailleurs, ce qui est très curieux, c'est qu'après avoir consacré ce principe, le Conseil constitutionnel, un an après, se met à poser des principes plus clairs aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Il n'y a rien dans le PV qui indique qu'il se soit dit « bon, on est allé un peu trop loin maintenant, il va falloir qu'on pose un cadre, on ne va pas pouvoir reconnaître n'importe quel principe de n'importe quelle loi ». Mais tout de même, il y a peut-être eu en interne, en tout cas, il y a une coïncidence assez saisissante. Très bien. Alors, juste un petit point. Dans ce commentaire, vous nous dites que le transfert de compétences au juge judiciaire du contentieux du Conseil de la concurrence, à l'époque devenu autorité de la concurrence, serait une privatisation du contrôle juridictionnel. Est-ce que vous pouvez expliciter ? Alors,
effectivement, le transfert de ces décisions vers la Cour d'appel de Paris, c'est vrai qu'il y a eu une procédure particulière qui a été érigée, mais c'est la procédure civile qui s'applique par défaut. Et donc tout un tas de questions ont été résolues en utilisant les règles de la procédure civile. Et notamment, une question intéressante, ça a été la question du statut de l'autorité administrative devant la Cour d'appel de Paris. Vous savez que la question est résolue en droit administratif depuis toujours. L'autorité administrative qui est auteur de l'acte attaqué est toujours partie devant le juge administratif et défend sa décision. Eh bien, ça n'a pas été le cas, ou ça n'a pas été évident devant la Cour d'appel de Paris, si bien que l'autorité n'a pas les prérogatives d'une partie, ou n'avait pas les prérogatives d'une partie, puisque maintenant la situation a un peu changé, et donc ne pouvait pas défendre sa décision, et le juge judiciaire a bricolé en disant qu'elle pouvait présenter des observations. Mais en tous les cas, elle n'a pas les prérogatives d'une partie. Et on a un arrêt de la Cour de justice qui vient au soutien de ce que je dis, c'est que la Cour de justice a dit en droit de la concurrence, dans un contentieux belge, mais la Belgique avait copié le système français en réalité, que le fait que l'autorité administrative ne soit pas partie au litige pouvait entraîner un risque de capture du juge vis-à-vis de la seule partie présente qui peut dire ce qu'elle veut, puisqu'il n'y aura pas de véritable contradiction, et puis surtout qu'elle ne pourra pas former un pourvoi contre la décision puisqu'elle n'est pas partie. Donc voilà, il y a une privatisation dans le sens où l'intérêt général que porte l'autorité administrative ne peut pas être représenté à égalité par rapport à l'intérêt particulier de la partie. C'est dans ce sens que je parle de privatisation. J'aimerais aussi vous entendre sur un autre passage du commentaire à la fin, qui m'a aussi interrogé. Vous nous dites « l'État-puissance d'aujourd'hui est un État privatisé ». C'est la marque du néolibéralisme, justement, que de passer des pans entiers de l'action publique vers le droit privé, où il est moins bien contrôlé, moins bien contenu, et bien sûr, plus vulnérable à la capture. En quoi le droit privé contrôlerait moins bien l'action de la puissance publique? Je ne vois pas vraiment là. Quelle est la problématique? Pourquoi il y aurait une privatisation avec un transfert à la compétence du juge judiciaire? Alors oui, il y a deux choses. C'est-à-dire pour moi, ce point technique contentieux, et c'est là où on revient à votre question initiale, technique-politique, porte une image de l'État. C'est-à-dire le fait qu'on ait voulu et qu'il y ait le barreau d'affaires qui ait voulu qu'on porte ces décisions vers le juge judiciaire s'inscrit parfaitement dans une tendance contemporaine de privatisation des fonctions de l'État. Et cette privatisation, elle implique, puisque les structures deviennent des structures privées, vous savez que le critère toujours dominant du droit administratif, c'était un critère organique. On se pose toujours la question de la personne qui est contrôlée, même si à partir de Bagdeloka, tout ça a été un petit peu plus compliqué, mais le critère de la personne est quand même déterminant. À partir du moment où ces personnes morales deviennent des personnes de droit privé et non plus de droit public, on perd les relais juridiques que l'on avait pour contrôler l'exercice de leur pouvoir. Évidemment, on peut perdre le recours pour excès de pouvoir contre leurs décisions, on peut perdre l'application des droits fondamentaux. Le fait qu'une personne privée qui viole un droit fondamental, on n'a pas le même remède que si c'est une personne publique qui viole un droit fondamental. Vous avez typiquement ce débat aux États-Unis avec la question des prisons privées. Ou même à Paris, désormais, voilà, les parcs-mètres, la sanction du non-paiement des parcs-mètres est faite par une personne privée, avec des commissions de recours privées elles aussi. Donc les remèdes que vous avez en droit privé ne sont plus du tout les mêmes. Alors, et d'ailleurs, vous savez peut-être que nos collègues privatistes se déchaînent du fait de l'application horizontale des droits fondamentaux, mais ça me semble être aujourd'hui la question.
Pour vous donner un exemple très précis sur un contentieux étranger, là, un arrêt frappant de la Cour constitutionnelle fédérale allemande où il s'agissait d'une manifestation sur un aéroport privatisé. Vous êtes un propriétaire privé, vous avez le droit d'interdire une manifestation. Vous êtes un propriétaire public, vous n'en avez pas le droit, puisque vous êtes une personne publique, vous devez respecter les droits fondamentaux. La Cour constitutionnelle fédérale a dit que ce n'est pas parce que l'État prend une forme privée qu'il peut abandonner la protection des droits fondamentaux. Voilà, c'est ce type, certainement on ira vers ce type de solution, mais le fait que l'État prenne une forme privée entraîne, évidemment, il n'y a plus les relais politiques, démocratiques, ça, évidemment, mais il n'y a plus non plus l'ensemble des relais juridiques dont disposait la société civile pour éventuellement contester telle ou telle décision. C'est en ce sens que je vois un parallèle entre un aspect très technique, le recours, et l'évolution de l'État. Voilà. Parce qu'on peut retourner l'argument en disant que l'assujettissement au droit privé des personnes publiques leur permet d'intervenir dans des sphères où leur légitimité est fortement contestée. Ici, je vais par exemple appeler à la décision Bagh-Deloka. La décision Bagh-Deloka et les conclusions Mater peuvent être lues comme ça. Et il y a même un arrêt plus ancien, un arrêt en droit fiscal, un arrêt très connu qui s'appelle Commune de Mel-sur-Sarthe, aux conclusions Léon Blum, où Léon Blum, de manière très adroite, impose l'assujettissement aux impôts commerciaux des personnes publiques, en disant qu'il faut que les personnes publiques interviennent dans la sphère économique à armes égales, mais ce faisant, il passe la toute première question, qui était la légitimité de l'intervention publique dans la sphère économique. Donc l'assujettissement au droit privé, c'est Bagh-Deloka, ça peut aussi légitimer des interventions publiques dans la sphère économique. On peut être dans les deux types de légitimation. Voilà, mais la différence, c'est que l'éventuelle violence de l'intervention ou le pouvoir, en tout cas le droit privé même s'il change, vous n'êtes pas sans ignorer la réforme du Code civil et le fait que désormais le Code civil prend davantage en compte les questions de pouvoir, mais le droit privé, il n'est pas fait pour ça. Et d'ailleurs, les privatistes n'aiment pas les questions d'État, n'aiment pas l'ordre public, n'aiment pas... voilà, c'est pas tellement leur question. Donc, ce qu'on risque en privatisant la forme, c'est que l'État devienne, de fait, puisque c'est toujours l'État, mais privatisé, devienne plus violent, puisqu'on n'a plus les relais ou politiques ou éventuellement juridiques qui nous permettent de contester. Parce que si on passe du côté du droit privé, l'intérêt à agir est beaucoup plus restreint, par exemple, que notre fameux REP, qui a permis à tout un chacun de contester une décision administrative. Du côté du droit privé, et même l'intervention. En REP, l'intervention est beaucoup plus largement admise, donc le juge peut être nourri et d'ailleurs dans la privatisation dont on parlait tout à l'heure, le code de procédure civile ne permet pas une intervention. Certes, il y a l'amicus curiae qui se développe, mais ça n'est pas les points de vue divergents que peut recevoir le juge sont beaucoup plus restreints. Typiquement, le Conseil constitutionnel va recevoir plein de portes étroites, et c'est très bien, pour l'alimenter, pour qu'il ne reste pas dans sa tour d'ivoire. Le code de procédure civile, voilà, il y a un litige, il y a des parties, il est défini, il est fermé, et on ne va pas l'ouvrir, alors que si c'est du droit public, c'est du droit politique, et donc, si on n'a pas l'avis des tiers, eh bien, on est capturé. Revenons du côté du Palais Royal. Finalement, on a l'impression à vous lire que vous considérez que les membres du Conseil d'État ont une place trop importante au sein de l'appareil d'État. Effectivement, si on reprend un peu un vocabulaire sociologique, ils sont sur tous les champs. Et surtout, ce que quand même montre mon commentaire de la décision Conseil de la concurrence, c'est qu'on a pu avoir deux autorités qui fonctionnaient à l'unisson et la composition sociologique l'explique bien. Et évidemment, ce problème-là, on le retrouve aujourd'hui, il me semble, dans l'ensemble des pans de l'action publique, c'est-à-dire qu'effectivement, le Conseil d'État est juge, conseiller, il est au Conseil constitutionnel, au SGG,
dans toutes les directions juridiques des ministères et des grandes entreprises, à la tête des AAI, vous l'avez dit, mais aussi dans les cabinets, mais aussi en politique, mais aussi en cabinet d'avocats, dans les entreprises privées. Donc voilà, il y a dans même des services de lobbying de grandes entreprises. Donc il y a et à l'international aussi, il ne faut pas l'oublier, direction juridique de la Commission par exemple, pas aujourd'hui mais jadis, à la Cour de justice, la CEDH, ça devrait être un conseiller d'État aussi. Donc voilà, le cumul de l'ensemble de ces champs ne me semble pas favorable à des politiques publiques expertes. Mais ça, effectivement, moi, c'est un autre centre d'intérêt de mes recherches, qui est l'intégration de l'expertise dans les politiques publiques. Et la mainmise des grands corps me semble être négative à cet égard, puisque en réalité, ils n'ont que très peu d'expertise, puisque l'ENA n'en fournit pas. Alors que les corps techniques, par exemple, ont véritablement toute l'expertise nécessaire pour pouvoir faire des lois expertes, mais il me semble marginalisé aujourd'hui dans l'action publique. Donc oui, pour revenir à votre question initiale, la multiplication, et puis ça pose des problèmes au contentieux. Vous avez eu des contentieux notables où la question des conflits d'intérêts du Conseil d'État, je pense par exemple à Jean Bouin, a été, pour ceux qui aiment les contrats, a été véritablement mis en évidence, hein, donc avec des solutions qui ont été très favorables aux politiques. Donc oui, c'est un véritable problème. Un enjeu démocratique également ? Bien sûr, un enjeu démocratique. Et puis un enjeu aussi de management. Je pense, tous ceux qui travaillent dans des entreprises publiques, dans les directions juridiques et qui voient débarquer un directeur juridique issu de nulle part, ça veut dire qu'il n'y a pas de promotion sociale dans les entreprises publiques. Je ne sais pas si c'est de bon management pour être tout à fait technique que de parachuter des gens qui viennent de nulle part, qui n'ont pas de compétences particulières dans le domaine, plutôt que de favoriser des compétences qui viennent de l'intérieur. Et évidemment, un enjeu démocratique aujourd'hui clair, un sentiment que le pouvoir évidemment est capturé. Ça, c'est un sentiment qui me semble être partagé par beaucoup de gens. Alors, la question est un peu vertigineuse, mais dans la présentation de Daniel Lochac, une alternative est présentée, résister au pouvoir ou venir à son secours. Quelle est votre appréciation ? Moi, je pense que la doctrine, elle est là pour être un contre-pouvoir, sinon ça n'est pas de la doctrine. Donc, la question que pose Daniel, et Daniel Lochac a toujours été du côté de la résistance, évidemment, c'est bien de se poser comme et on ne peut être de ce côté-là que si on s'intéresse véritablement, que si on voit le juge comme un acteur politique. Et s'agissant du Conseil d'État, est-ce que vous pensez qu'il résiste ou qu'il suit ? Il résiste à cette lecture politique, vous voulez dire ? Oui, non, mais par rapport au pouvoir. Même. Ah non, le Conseil d'État suit. Alors évidemment, il cite toujours l'arrêt Canal, qui est l'arrêt qui les dédouane de toute, désormais pour l'éternité, de toute soumission vis-à-vis du pouvoir. Mais ça n'est pas suffisant. Et on l'a vu notamment au moment de l'état d'urgence. Il y a des voix assez fortes qui ont montré que le Conseil d'État n'opérait pas, d'abord mordait sur la compétence du juge judiciaire, et là ça n'est pas bien non plus, je critique dans les deux sens, et qu'en plus il n'opérait pas un contrôle approfondi de ses décisions. Son opacité a aussi été bien mise en évidence par les collègues, la difficulté à accéder aux décisions. Le Conseil d'État ne veut ni donner accès à ses décisions, ni donner accès à ses archives, ni désormais, vous l'avez vu, montrer qui juge, puisque désormais on a des décisions sans les noms des juges. Donc ça, c'est une évolution que je trouve très inquiétante et très problématique du point de vue démocratique. Donc oui, le Conseil d'État est suiveur. Ouais. Passons sur le terrain démocratique. Le juge ne s'autosaisit pas. Il est saisi, donc il doit juger. Est-ce que finalement l'importance grandissante de la place du juge dans notre société ne traduirait pas un effacement du Parlement ? Bien sûr.
Et je pense, moi, c'est l'objectif de ce GABJA, que de remettre les questions juridiques dans le débat public. Ça, c'est une réflexion que je mène depuis que j'ai commencé à réfléchir sur les portes étroites, le Conseil constitutionnel. Si par exemple vous allez aux États-Unis, le New York Times a un journaliste dédié à la jurisprudence de la Cour suprême. Si vous regardez l'équivalent en France, voilà, vous ne trouvez personne en réalité qui s'occupe du Conseil d'État, qui s'occupe du Conseil constitutionnel, alors qu'il y a eu des décisions. Alors, parfois, voilà, Dieudonné, on va avoir, ou l'affaire Lambert, d'un seul coup les médias, mais en réalité, la société civile française se désintéresse du droit. Et je pense que l'approche technique que l'on promeut dans les facultés de droit entraîne ce désintéressement. Et avoir une approche politique, c'est au contraire dire à la société civile, saisissez-vous, et à la représentation nationale, saisissez-vous de ces questions. Elles sont éminemment politiques, on prend des décisions pour vous, et donc il faut que, et quelque part ce que l'on fait ici, c'est donner les cartes aux gens pour voir véritablement les enjeux qui se trament derrière l'effet direct, par exemple, ou le code de procédure civile au lieu du code de justice administrative. Derrière ça, il y a des enjeux et il appartient à tous d'en décider. Alors effectivement, on n'a pas le choix, le juge est saisi. Mais à partir du moment où on a une lecture politique, eh bien, on peut intégrer davantage de monde. Là, typiquement, pour sortir peut-être du Conseil d'État, on a vu la décision sur la GPA de la Cour de cassation. Bon, ça s'est fait et là je vais publier un article sur la cassation participative. La cassation, elle est privatisée. La société civile ne participe pas, alors que devant la Cour suprême américaine et devant le Conseil constitutionnel, désormais tout le monde envoie des expertises, des avis, etc. Je pense que c'est ça qu'il faut favoriser pour que chacun se saisisse de ces enjeux. Par rapport au libéralisme français, est-ce que le Conseil d'État n'est tout simplement pas le symbole des paradoxes du libéralisme français, si bien présenté par Lucien Jaume dans un ouvrage sur l'individu effacé, c'est-à-dire que c'est un libéralisme par l'État et non pas contre l'État. Un anglo-saxon aurait beaucoup de mal avec une telle appréhension, mais en fait c'est très français. Et ça révèle la culture politique française. Il n'y a donc pas de surprise. Il est le représentant de ce libéralisme français très atypique. Oui, très atypique. Alors c'est vrai que oui, on a des institutions qui sont tout à fait spécifiques. Le contrat administratif, ça n'existe que chez nous. La propriété publique, voilà. Et effectivement, c'est représentatif d'un certain libéralisme, mais aussi d'une conception du droit qui est bien la nôtre comme étant la chose d'une communauté fermée. Et avoir une vision politique, je pense, c'est essayer de l'ouvrir pour un libéralisme qui soit intégrateur, en tout cas. Alors, passons à la politisation des juges en tant que telle. Alors, une première question liminaire. Est-ce que, d'après vous, il faut supprimer le recrutement au sein du Conseil d'État par le tour extérieur dit politique ? C'est vrai que ça, c'est encore un aspect qui revient à votre question précédente. Ça augmente encore la puissance du Conseil, puisque ça lui permet de... Voilà, vous êtes un politique, vous voyez que les prochaines élections sont mauvaises, vous essayez de vous faire nommer au tour extérieur au Conseil d'État, et ça ne va pas évidemment favoriser des politiques qui vont essayer au contraire d'être un contre-pouvoir face au Conseil d'État. Alors c'est une réflexion, alors le Conseil d'État dit ça nous apporte des compétences intéressantes de l'extérieur. Moi effectivement, il y a différents modèles au niveau international. C'est vrai que par exemple, on ne devient jamais juge à la Cour suprême tout de suite. On a des parcours assez riches, même si ce sont des parcours juridiques. On a été juge, grand juge ou grand professeur. Voilà, ce tour extérieur, ça permet au Conseil d'État d'asseoir son pouvoir. Moi, je n'ai aucune preuve que ça soit favorable à une bonne administration de la justice. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ça favorise le pouvoir du Conseil. Si
l'idée, ce serait d'avoir un conseil peut-être moins important. C'est en tout cas une option à laquelle il faut réfléchir sérieusement, oui. Et s'agissant de la politisation des juges en tant que tels, en lisant l'ouvrage, je me suis fait une réflexion à propos de l'arrêt Ville-Nouvelle-Est, qui a inclus le contrôle du bilan en 1971 dans le cadre des déclarations d'utilité publique. Et dans son très intéressant commentaire, le professeur Caillos nous dit « Avec cette décision, le juge fait le choix de la pensée managériale, celle qu'il conduit à indexer le contrôle de l'égalité sur les calculs de rentabilité de l'action publique. » Pourtant, cette décision a été rendue aux conclusions conformes du président Brébant, dont la proximité avec le Parti communiste français n'est pas un secret, il en était membre. Alors, n'est-ce pas la preuve, là, peut-être à son corps défendant, que le juge sait se départir de ses présupposés politiques, parce que je ne pense pas qu'il aurait adhéré à un calcul de rentabilité de l'action publique. En tout cas, ça miroite assez fortement avec les présupposés. Effectivement, c'est des débats qu'on a eus beaucoup par mail avec Jacques Caillos. Non seulement, effectivement, Guy Brébant, qui a été vraiment un grand juge et un grand penseur du droit administratif, il était communiste, et en plus, c'est une décision qui renforce le droit de propriété. Donc, quelque part, on pourrait se dire, pourquoi ? Et vous parliez de la spécificité du libéralisme à la française. Il y a peut-être aussi une spécificité de cette génération de communistes, dont certains étaient peut-être plus libéraux qu'ils pensaient, puisque c'était une véritable décision libérale, en tout cas en première instance, puisqu'elle protège davantage le droit de propriété. Après, je pense que ce que veut dire Jacques Caillos, c'est qu'il fallait, ce qu'a cherché peut-être aussi Guy Brébant, c'est relégitimer l'action publique, trouver un nouveau discours, parce qu'au final, le bilan du bilan, comme on dit, est assez faible, comme le bilan d'ailleurs de l'intégration du droit de la concurrence à l'action publique est assez faible. Tout ça sont beaucoup des discours de légitimation. Donc la question, c'est, et je pense qu'il le montre bien, c'est comment on va aujourd'hui, comment on peut, dans les années 70, relégitimer l'expropriation dans des années où il faut y procéder, il faut moderniser. Et Guy Brébant trouve quelque chose, en tout cas, qui a de l'écho dans la société civile. Ce qui est amusant, c'est qu'après, c'est l'époque, alors les jeunes ne connaissent pas, c'était pas mon époque non plus, mais c'est l'époque de la RCB, de l'analyse coût-bénéfice. Il y a eu toute une époque d'enthousiasme pour l'analyse coût-bénéfice dans ces années-là, qui va se perdre de vue après dans les années 80, qui revient dans les années 2000 et aujourd'hui éminemment, mais toujours comme discours de légitimation, jamais comme véritable, puisqu'on n'a toujours pas, les études d'impact sont toujours aussi nulles, on n'a toujours pas de véritable expertise dans l'action publique. Donc je pense que c'est plutôt ça, et c'est la raison pour laquelle, je pense que Guy Brébant, et c'est là où il est du côté de l'État, cherche un nouveau discours de légitimation plutôt que vraiment protéger. Donc il ne tenait pas tant au droit de propriété. Et la protection du droit de propriété des riverains qui voient quand même leur vie, qui peuvent voir leur vie sacrément mouvementée par une déclaration d'utilité publique. Exactement. Je pense que c'est la seule façon de trouver une cohérence, en tout cas, entre l'engagement communiste et la solution qui peut paraître très pas l'indépendance d'esprit. Pas l'impartialité peut-être. Tout à fait. Mais le Conseil d'État, c'est là où la théorie de l'État est importante. Il cherche aussi à légitimer l'action publique. Donc Millon et Marais, qui est aussi absent et dont le bilan est aussi faible, on pourrait en parler très longtemps, mais le bilan de Millon et Marais est plus que faible. Alors là, en termes de rhétorique et de discours, ça me fait penser à une intervention notamment du professeur Caillos sur la privatisation ou l'intégration du droit de la concurrence dans l'action administrative. Alors, peut-être que la décision de Millon et Marais parle de cette intégration du droit de la concurrence dans l'action administrative. Bon. Les résultats au contentieux, si vous voulez, utiliser Millon et Marais, le droit, l'abus de position dominante automatique, c'est plus que le produit de luxe. Ah oui, ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais. Donc vraiment, alors là, pour le coup, en termes de portée pratique, elle est nulle. Portée politique, c'est laquelle ?
Là aussi, ça sera un discours de légitimation. Vous voyez, on est moderne, intègre le droit de la concurrence, et ça s'arrête là. Et ça s'arrête là, et de neutralisation, parce qu'il y a un autre commentaire qui est passionnant, une histoire qui est passionnante dans le GABJA, c'est celle de Ville-de-Pamiers, où en réalité, la DGCCRF voulait, avec ce fameux article 53 de l'ordonnance de 86 qui applique le droit de la concurrence aux personnes publiques, voulait en réalité traiter des problèmes de corruption. Et donc lance cette affaire Ville-de-Pamiers dans une sombre affaire de concession d'eau donnée par un maire à une société dans laquelle travaillait un membre de sa famille. Et ce qui va se passer dans cette affaire, c'est en réalité, avec l'arrêt du tribunal des conflits aux conclusions de Bernard Stirn, c'est de neutraliser et d'empêcher le contrôle de ce type d'acte corruptif, en fait, par le droit de la concurrence. Et c'est la raison pour laquelle la personne qui a lancé, donc pour ne pas le nommer, Christian Babuzio, qui a écrit l'ordonnance de 86, qui a été à l'origine de cette affaire, c'est la raison pour laquelle ensuite il fait la loi Sapin. C'est parce qu'il se rend compte que le Conseil d'État a neutralisé l'application ici de ce qu'il voulait, du droit de la concurrence, et donc on ne va pas pouvoir traiter des questions de corruption de cette façon-là. Il a voulu le neutraliser pour protéger sa compétence. Pour protéger... Là, j'accepte toutes vos interprétations. Pour moi, c'est encore un point d'interrogation. Pourquoi dans Stade Jean-Bouin, il veut protéger Bertrand Delanoë? Pourquoi, et passer sous silence les questions? Pourquoi les questions de corruption sont si absentes? Pourquoi il est si réticent à procéduraliser les autorisations d'occupation du domaine? C'est technique, mais derrière, il y a des questions de corruption encore. Pourquoi Ville-de-Pamiers? Voilà. C'est très frappant que le Conseil d'État... Et là, on voit, vous parliez de serviteurs ou résistants, et là, on voit bien qu'il a protégé certaines personnes qui, en réalité, ont eu des actes qui n'étaient pas forcément pleinement recommandables. Donc vous pensez réellement que le Conseil d'État a voulu protéger des actes de corruption? Si vous voulez, dans Ville-de-Pamiers, la conséquence, c'est que le droit de la concurrence n'a pas pu traiter l'affaire en question. Et dans Stade Jean-Bouin, le fait de dégager le principe que que vous connaissez, que les autorisations d'occupation temporaire du domaine public n'obéissent pas à des principes de publicité, de transparence, de procédure, a fait que l'action au pénal qu'avait engagée M. Hervé contre Bertrand Delanoë pour délit de favoritisme a été éteinte. Donc, peut-être juste une piste d'explication, notamment pour le Stade Jean-Bouin. Peut-être qu'ouvrir par voie prétorienne la mise en concurrence des des autorisations d'occupation du domaine public, ça demandait un effort de rédaction très précise et très long de l'arrêt pour qu'on n'arrive pas au fameux syndrome des cafetiers, c'est-à-dire les autorisations, la mise en concurrence des autorisations devant les restaurants. Donc il y avait peut-être des considérations très techniques qui ont empêché le juge de mettre en place cette procédure de publicité et de mise en concurrence. Alors, je pense que de toute façon, Jean-Bouin, ce n'était pas la bonne affaire pour le faire. Je pense que la grosse erreur du requérant, ça a été d'aller au pénal. Parce que du coup, là, pour le coup, la question technique, est-ce que c'est une DSP, une délégation de service public, ou une convention d'occupation? Et du coup, obligation ou pas d'une procédure, devenait, là, pour le coup, la charge politique pour le Conseil devenait très, très importante. Donc, c'était certainement pas... mais que le Conseil d'État ne l'ait pas fait de lui-même, parce que, on voit clairement qui n'est pas conscient des problèmes de corruption que posent les autorisations d'occupation du domaine. Il faut... tout le monde en est conscient. Il suffit d'aller sur la Côte d'Azur, d'être un habitant de Ramatuelle pour voir que une plage, sur la plage de Pamplonne, il y a tout intérêt à essayer de corrompre parce que l'argent qu'on va gagner sur cette plage est énorme. Donc ne pas encadrer ça par des procédures, moi, je ne le comprends pas. Rassurons nos auditeurs, aujourd'hui des procédures sont de mise en concurrence. Mais elles ont été mises en place par le législateur. Mais donc c'était peut-être un appel au législateur en disant « mais c'est votre travail, faites quelque chose ».
Exactement, mais une question que je me pose, moi, et que je laisse ouverte parce que je n'ai pas la réponse, c'est pourquoi la question de la corruption n'a jamais été importante pour le Conseil d'État. Là, je n'ai pas de réponse. Très bien. Merci beaucoup, monsieur le professeur, de nous avoir éclairé sur la portée et l'ambition pédagogique de l'ouvrage que vous avez co-dirigé avec les professeurs Caillos, Chevalier et Lechac. Je rappelle son titre, Les grands arrêts politiques de la jurisprudence administrative, qui vient de paraître chez LGDJ. Merci. Merci.